Alors, on va peut-être se présenter tout d'abord, hein. Donc, ce que je propose, c'est que tout simplement, Alain, tu commences par se présenter toi. Donc moi, je suis Alain Bouvray, je suis directeur général d'Eloquent et je viens vraiment du monde de la relation client puisque depuis plus de 15 ans, j'avais créé une société qui fait partie maintenant de l'ensemble d'Eloquent et qui est destinée à écouter les clients de façon générale. Voilà. Alors donc moi je suis Frédéric Canevet, je suis responsable en fait d'une offre mobile qu'on va vous présenter en illustration, en exemple en fait dans ce web séminaire. Je suis web marketeur et certains peut-être me connaissent parce que j'ai aussi un blog. Ouais. Alors aujourd'hui pour piloter l'expérience client, nous on a prévu en fait 5 étapes pour ce web séminaire. C'est simple, je dirais que l'expérience client c'est comme une pyramide en fait. C'est une pyramide, hop, on va montrer comme ça. Il faut en fait avoir des bases et des fondamentaux solides. Si vous n'avez pas des bons fondamentaux, une bonne base, vous aurez du mal en fait à construire quelque chose de solide. Donc c'est pour ça que la première partie du web séminaire va être consacrée on va dire à la base de la base, c'est le monitoring du service client. C'est-à-dire avoir un service client de qualité qui répond aux dernières normes. Parce que vous le verrez, ça a un petit peu changé entre le service client d'il y a quelques années et le service client de maintenant. Les attentes des clients, les canaux de communication, les moyens sont différents. Et on va vous expliquer pourquoi et comment en fait ça doit changer. La deuxième chose, le deuxième point, c'est la deuxième étape qu'on va voir, c'est pourquoi il faut mesurer à chaud les échanges et les interactions clients. Le but, en fait, on vous dira, c'est de pouvoir prolonger la relation client, surtout une relation client qui a été mal finie, qui s'est mal passée, en fait. On ne va pas laisser le client dans la nature, on va au contraire essayer de continuer cette interaction. Le troisième point, la troisième étape, c'est optimiser le parcours client. On sait que le parcours client, ça devient quelque chose de clé, parce que c'est lié à la conversion. Il faut savoir quels sont les points noirs du parcours client et comment on va pouvoir les fluidifier. Et on vous expliquera comment faire et comment suivre ça. La quatrième étape, tout simplement, c'est la mesure à froid. Parce qu'auparavant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une mesure à chaud, c'est-à-dire qu'en temps réel, on vérifie si ça se passe bien ou pas, ça passe mal et on corrige la situation. Mais ça, en fait, ça reste dans une vision très opérationnelle, très silotée à chacune des étapes. Alors que si on veut véritablement piloter l'expérience client, c'est obligatoire, vraiment obligatoire, d'avoir une décoloration des interactions et pouvoir en fait mesurer après une interaction, un achat, une utilisation, etc., et voir quelle est la véritable satisfaction du client, puisqu'il peut très bien être très content lors de l'achat, puis 6 mois plus tard, se dire non, mais votre produit il est vraiment nul. Quoi. Voilà, donc la mesure à froid, c'est quelque chose qui est essentiel. Et le dernier point, on ne va pas dire la cerise sur le gâteau, mais c'est on va dire, c'est le point de team, c'est quand on a commencé déjà à mettre en place ces éléments-là, c'est diffuser la culture client. D'ailleurs, on aurait même pu le mettre tout au long de la flèche, hein, on aurait pu le mettre tout au long des étapes, mais c'est important pour qu'on réussisse à piloter et à améliorer l'expérience client. Il est essentiel en fait de diffuser une culture client dans l'entreprise. Et ça, on y reviendra. Alors, le web séminaire, on l'a voulu assez pratique, mais pourtant de vous donner les fondamentaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez la théorie, c'est-à-dire qu'en quelques mots, on va expliquer les grands principes, la méthodologie, et on va vous donner après des cas pratiques, des cas de nos clients. On aura choisi un ou deux clients, on va dire en fait comment ils font et d'où ils partaient et où ils sont allés maintenant. Et à la fin, vous aurez toujours en fait un plan d'action. C'est-à-dire que vous aurez 3-4 actions, on n'a pas voulu en mettre 10, mais vous donnez un petit plan d'action à mettre en place. Voilà. Et à chaque fois, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On est véritablement là pour vous écouter. Donc posez vos questions, on essaiera d'y répondre soit là, soit en fait un peu plus tard. Voilà. Alors, Alain, pour ceux qui ont manqué la petite intro, je te laisse représenter Eloquent. Oui, alors effectivement, donc en quelques mots, très rapidement, donc Eloquent, dans sa structure actuelle, c'est notre pitch, c'est faciliter le dialogue et l'écoute de vos clients. Pour nous, une bonne relation, c'est déjà un bon dialogue et une bonne écoute. Le dialogue, pour nous, donc en tant qu'éditeur SaaS, c'est tout ce qui va concerner les interactions entrantes et sortantes entre une entreprise et ses clients. Ça peut être des clients en B2B, en B2C et avec un réseau, donc évidemment. Donc toutes ces interactions qui peuvent être de la voix, mais aussi du digital, chat, email. Donc ça, c'est la partie dialogue. On a attaché à ça la partie écoute, c'est-à-dire écouter le client, faire remonter de l'information. C'est très lié au dialogue. Si j'écoute bien un client, je peux mieux dialoguer avec lui. Donc tout simplement, ses avis, ses commentaires, ses verbatims vont nourrir ma plateforme de dialogue. Et lorsqu'on a beaucoup de verbatims et beaucoup de commentaires qui remontent, puisqu'aujourd'hui, on va dire, la partie digitale permet d'avoir des commentaires avec beaucoup de volume, on a attaché à tout ça une plateforme d'analyse sémantique qui permet
l'expliquer, hein, c'est-à-dire que dans la partie écoute, je vais avoir à la fois une partie mesure et une partie explication grâce à l'analyse sémantique. Donc tout ça étant relié, et aujourd'hui, Eloquent, c'est 80 personnes environ, c'est une croissance assez forte, on a fait une croissance 29% l'année dernière. Ce que je vous propose maintenant, en fait, c'est vous expliquer pourquoi la relation client a changé. Ouais, donc ça c'est un point clé. Il faut bien comprendre qu'on est passé d'un marketing transactionnel à un marketing relationnel depuis quelques années. Et fondamentalement, ça veut dire des choses très très importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon client, il faut considérer que mon client, la digitalisation, c'est-à-dire qu'il vient des data, donc il y a une notion de sécurité. Hein, il ne faut pas que mes data circulent auprès de n'importe qui. Mais aussi, mon client, il est très informé. Il peut lire des avis, il va regarder ce qui se passe chez les concurrents, etc., etc. Donc, ce n'est plus ma propriété. Il est directement au sein de mon acte d'achat. Là où avant, j'avais une transaction. Quand j'avais fait l'école, on m'expliquait les 4P du marketing, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Je dois établir une relation avec mon client. Et ça, c'est fondamental. Et donc, nous, un des soucis qu'on a et l'apport qu'on a voulu faire avec notre nouvel outil, Cockpit, c'est d'utiliser des choses qui sont fondamentales. Le premier point, c'est la notion de mobile. Aujourd'hui, un client va avoir une relation extrêmement forte et il va utiliser notamment les outils qu'il a dans la poche, si je puis dire, qui est la notion de mobilité. Mais c'est aussi vrai des collaborateurs et de mes collaborateurs. Donc on verra tout à l'heure que pour nous, la mobilité est un point clé pour nous du futur de la relation client et de la façon dont je diffuse ma culture client au sein de mon entreprise. Parce que la culture client, donc, comme tu l'as dit, elle doit être partageable et partagée. Hein. C'est un des points clés pour nous de ce qui va arriver. Et donc le service client, il est là vraiment pour créer du lien. Pour créer du lien, il faut que aussi mes équipes soient engagées, qu'il y ait une notion d'adhésion. Donc on verra ça aussi. Et puis la notion d'ergonomie, de simplicité. Un client aujourd'hui, il ne supporte pas des choses complexes, il ne supporte pas du temps, il ne supporte pas, etc. Donc il faut que mes équipes soient prêtes à fonctionner comme ça. Donc le service client, il est là pour organiser cela. On va faire quelque chose de très simple maintenant, puisqu'on va aussi vous montrer des exemples. Mais pensez bien à ça, passer d'un marketing transactionnel à un marketing relationnel. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer comme action. Ok, alors, les conséquences, on l'a vu, ce n'est pas juste prendre des appels, le service client doit vraiment se différencier, c'est ce qu'on disait il y a 2 secondes. Ça, c'est une des conséquences. Alors, on voit également aussi qu'il y a un changement, et c'est quelque chose qui est essentiel, c'est qu'on voit que la satisfaction client est directement liée en fait aux performances financières d'une entreprise. Aux États-Unis, les entreprises qui sont cotées, qui publient en fait leurs résultats, sont obligées de publier ce qu'on appelle l'ACSI, l'American Customer Satisfaction Index. Et vraiment, il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation directe et réelle entre les sociétés qui ont un haut niveau de satisfaction client et les performances boursières. Et au contraire, celles qui ont une mauvaise en fait, satisfaction client ou en dessous de la moyenne, qu'est-ce qui se passe? Leurs performances financières sont en baisse. Donc, on peut vraiment avoir une liaison directe entre la satisfaction client et les performances de l'entreprise. Alors, on arrive maintenant à la première étape, l'étape 0 que j'indiquais tout à l'heure, c'est le minimum vital d'un service client. Alors, pourquoi en fait ce qui était en fait entre guillemets des enjeux ou des objectifs deviennent maintenant des obligations. Il y a quelques années, on se disait voilà, moi mon service client, j'aimerais bien qu'il soit joignable par exemple par téléphone avec un taux de décroché de 90%. Tout simplement parce que on se disait voilà, c'est ce que souhaite le client. Le problème maintenant, c'est que le client ne compare plus votre entreprise par rapport à ses concurrents, mais il vous compare par rapport en fait aux meilleurs de la classe. C'est-à-dire que vous ne vous battez pas contre votre concurrent direct, mais vous vous battez contre Nespresso, vous vous battez contre Google, vous vous battez en fait contre tous ces gens-là, contre Apple, tous ces gens-là qui ont une qualité de service qui est exceptionnelle et pour lesquels en fait il y a un niveau de service, un niveau d'attente qui est important. Pareil, nous on voit dans nos applications, les gens veulent des trucs plug and play. Voilà, ce qui est important, c'est de comprendre que votre client, il est aussi utilisateur maintenant d'un maximum de services clients d'autres entreprises, comme tu l'as dit. Et donc, lorsqu'il va faire appel à vous, dans un cadre, que ce soit en B2B ou en B2C, il aura cet élément-là, et vous aussi, vous l'avez. Donc, effectivement, il faut être en mesure de faire cette capacité de très haut niveau. Et aujourd'hui, le service client, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette notion de créer du lien. Si je veux créer du lien, ce n'est pas simplement parce que j'ai besoin d'accéder à un service client que je vais le créer, mais c'est parce que je suis aussi, c'est efficace, ça me fait plaisir et je me sens bien lorsque je suis en relation avec cette entreprise.
Voilà, donc dans les bonnes pratiques qu'on a évoquées là, hein, la notion de personnalisation des messages, déjà je reconnais les gens lorsqu'ils arrivent, je sais qu'ils sont éventuellement qui m'ont déjà envoyé en mail ou qu'ils ont répondu à une enquête, donc quand je les accueille au téléphone, je suis capable de voir ça, donc mes équipes sont en mesure d'avoir cette information et de s'en servir bien sûr. Je l'ai évoqué un tout petit peu lorsque j'ai parlé du webinaire qu'on fera le 30 mars, mais on est très conscient de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un service client dont on va dire l'orthographe ou les termes ne sont pas précis, etc., sachant que l'écrit laisse des traces et juridiquement plus important que la voix. Donc c'est très très important. L'autonomie aux équipes, ça c'est la notion de capacité pour les équipes de décider rapidement et ne pas avoir le sentiment, moi en tant que client, on va dire d'être baladé d'un service à l'autre. Ça c'est hyper important. Alors la robotisation, on entend beaucoup parler de chatbot, etc. Donc ça c'est à mon avis une évolution clé qui est en train de se mettre en place, avec la notion néanmoins de ne pas vouloir mettre la technologie avant tout. Pour moi, la technologie, elle est au service d'eux. Si c'est pour savoir à quelle heure est ouvert mon service client ou ma boutique, effectivement, je n'ai pas besoin d'avoir un humain au téléphone. Par contre, lorsque il s'agit pour moi de donner d'avoir une information clé ou d'avoir une information complexe, il faut absolument, et ça valorise l'humain, c'est très important. Alors, je vais vous donner un exemple pratique. Alors, si vous allez en fait sur le site d'Eloquent en direct, alors là, justement, je vais me déconnecter. Vous verrez en fait qu'on a un chat qui est proactif, c'est-à-dire que le chat en fait se lance directement lorsqu'une personne reste plus de X secondes sur le site internet. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Et bien simplement, c'est moi ou une autre personne qui prend la parole. Donc voilà. Donc, je vais juste après refriser la caméra parce que quand on met la caméra avec la bande passante, ça coupe un peu. Voilà. Ce qui est important, c'est donc de mettre OK de la robotisation au départ pour engranger mettre un début de communication, pour inciter aux interactions. Mais après, direct, il faut vraiment mettre de l'humain, il ne faut pas robotiser son service client. Et également, on voit également une dépendance. Qu'est-ce que veulent les clients? C'est chercher eux-mêmes, en fait, tout simplement, leur propre solution via, par exemple, des factures en ligne, etc. Donc ça, c'était les premières étapes. Donc les enjeux, avoir un service client opérationnel, monitorer la disponibilité, penser multicanal avec de la personnalisation historique, la liaison entre le centre d'appel et le CRM, par exemple. Voilà, personnaliser les messages. On a parlé aussi également de l'écrit. Ce que je vous propose, c'est maintenant passer en fait à vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors, donc en fait là, voilà, là je peux juste dire un mot pendant que se lance l'application. Ce qui est fondamental, c'est qu'on a décidé, nous, chez Eloquent, de mettre en pratique des choses extrêmement simples et très performantes qu'on voit dans notre vie de tous les jours. Et globalement, de mettre dans la poche des gens qui sont responsables du service client ou même direction d'entreprise et des équipes qui sont concernées par le client, ce qui fait quand même normalement beaucoup de gens dans l'entreprise, qu'ils aient la sensation d'avoir le client dans leur poche, mais au sens, je peux échanger, je peux dialoguer et je travaille directement en liaison avec mes clients. Une des difficultés qu'on a vu souvent, c'est le partage d'informations. Et par exemple, mon service client n'aura pas les mêmes indicateurs, il ne représentera pas de la même manière que l'équipe marketing s'occupe de la qualité. C'est un exemple tout simple. Donc déjà, première chose, et c'est ce que tu vas montrer, je crois, immédiatement, c'est la capacité de monitorer ce qui se passe au niveau de l'expérience client et de la relation client que j'ai, avec des indicateurs communs, partagés. Je te laisse Alors donc, je vous montre un petit exemple, comment ça se passe. Là, je vais me connecter en tant que responsable d'un centre d'appel. Qu'est-ce que je dois pouvoir avoir? C'est dans ma poche. Si je suis en réunion, si je suis en déplacement, etc., je peux savoir en fait qu'est-ce qui se passe exactement. Quelle est ma qualité de service, mon décroché? Quels sont les flux entrants? Est-ce qu'ils sont en hausse, en baisse? Là, par exemple, j'ai un objectif de 90 de fluidité. Là, je suis à 80, là, j'ai une petite alerte qui se met en place. Donc là, après, je peux avoir aussi des petits messages. Là, par exemple, quelqu'un qui me dit, tiens, attention, est-ce qu'on a un problème avec les appels? Donc là, on peut recevoir comme ça une alerte sur son téléphone et dire, tiens, il y a un problème de code promo, il y a des gens qui appellent à la hotline, etc., etc. Et là, on peut répondre à l'intérieur de l'application et s'envoyer des messages entre personnes qui sont concernées par cet indicateur. Voilà, donc là, c'est deux points importants. D'abord, dans les indicateurs, je peux avoir des indicateurs qui viennent de différentes applications et éventuellement de la qualité, mais aussi de la satisfaction, par exemple. Toujours représenté de la même manière. Cette notion de cockpit, je suis un pilote, je sais toujours que c'est en pied. Et là, c'est quand j'ai la machine à café, je peux discuter d'expérience client avec les mêmes indicateurs, c'est bien clair. Et je peux attacher on va dire, un flux de discussion à n'importe quel élément de mon cockpit.
qui va permettre effectivement derrière de mettre en place des actions très concrètes. Exactement. Et là, par exemple, on a défini des seuils pour une alerte en fait sur le téléphone. On va dire, tiens, voilà, il y a un problème de décroché, il y a une petite alerte qui apparaît sur le téléphone portable de la personne qui dit, tiens, attention, le décroché est passé à 70 alors on s'était fixé un minimum de qualité à 80, qu'est-ce qui se passe? Et donc la personne peut réagir, regarder, voilà, on a une durée moyenne de traitement, c'est-à-dire que les temps d'appel sont en baisse, on est en train de traiter de plus en plus de contacts par heure, donc ça c'est pas mal. Sauf qu'en fait, la fuite d'attente, c'est-à-dire les appels qu'on doit traiter, deviennent de plus en plus importants. Donc là, il y a un flux massif d'appels qui arrive au standard et on se dit qu'est-ce qui se passe. Et là, le responsable de l'expérience client, il peut monitorer. Déjà, il peut regarder d'où ça vient. Si j'ai plusieurs centres d'appel, est-ce que ça vient d'un centre d'appel à Paris? Est-ce que ça vient d'un centre d'appel à Bordeaux? Et après, en filtrant, là, par exemple, je suis au centre d'appel de Paris. Je peux voir ici qu'est-ce qu'il y a. C'est ici que la fluidité n'est pas terrible. Pourtant, j'ai tous mes agents actifs qui sont en ligne. J'ai un taux d'occupation qui est vraiment au taquet. Mais je vois que j'ai beaucoup d'abandon, que je ne respecte pas mes SLA de 90 d'appel pris. Donc, j'ai un vrai souci particulier là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller analyser mes campagnes et voir, tiens, ici, j'ai peut-être un flux d'appels super important qui arrive parce qu'il y a un problème. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est bien comprendre que selon mon profil dans l'entreprise, je n'aurai pas la même finesse d'indicateur. Si je suis responsable de la satisfaction client, je n'aurai pas forcément besoin de tous les indicateurs de production. Par contre, j'aurai des indicateurs que je vais partager néanmoins et de mon côté, je peux aussi approfondir. De même, si je suis responsable on va dire même de clients, d'équipe client, à ce moment-là, j'ai plutôt des verbatims, ce qu'on verra après, je crois, plutôt que des indicateurs proprement dit. J'aurai un indicateur plus global, etc. Mais l'idée, c'est de partager la même chose, de le représenter de la même manière et d'avoir tout ça à disposition à tout moment avec mon téléphone mobile. Exactement. Et donc après, on peut très bien se dire aussi qu'on va partager cette information. Si par exemple, c'est intéressant pour moi de savoir quelles sont les performances des différentes campagnes marketing que j'ai faites, je pourrais ici voir, si je suis directeur marketing, directeur commercial, quelles sont les campagnes qui marchent pas, quelles sont celles qui marchent bien, celles qui sont en dessous de la moyenne. Et je vais pouvoir aussi suivre les objectifs en me disant, tiens, voilà, au niveau du traitement des emails, traitement des chats, traitement téléphonique, quel est l'avis de mes clients? Par exemple, j'ai un objectif de prise d'appel de 90, là je suis à 67 et j'ai une note de 70 de satisfaction pour mes clients. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois en fait que les gens qui ont un décroché de moins de 2 minutes, ok, ils sont satisfaits, ils ont un taux de satisfaction de 95 par rapport à mon objectif de 81. Le décroché pour les gens qui ont entre 2 et 5 minutes, c'est 78 par rapport à 80 de taux de satisfaction que j'avais fixé. Ils sont relativement satisfaits. Par contre, ceux qui sont à plus de 5 minutes, là, ça ne va pas du tout. On va peut-être avancer, parce que ce qui est important, c'est de bien comprendre, en fait, là-dedans, c'est la capacité d'unifier sur un même outil des informations de production et des informations d'écoute, tout simplement. Voilà. Alors, on arrive maintenant au plan d'action. Le plan d'action de l'étape 1, c'est définir des indicateurs et des objectifs et de mesurer l'impact en fait, des changements que vous avez faits. Ensuite, c'est de former les équipes, si nécessaire, recruter des profils différents. Former, c'est par exemple la formation à l'orthographe. On l'a dit, l'écrit est devenu comme un peu plus important parce qu'on envoie des emails, on envoie du chat. Et donc, en fait, on veut plus permettre d'avoir uniquement des personnes qui sont capables de répondre au téléphone. Donc, former en continu les personnes du service client. La troisième chose, c'est automatiser pour simplifier la prise de contact. On a dit le chatbot, le chat, etc. C'est bien pour commencer une relation et ça ne permet pas d'automatiser tout. Par exemple, si vous avez aussi un SVI, c'est bien d'avoir des touches pour choisir la comptabilité, 2, etc., etc. Mais il faut toujours laisser la possibilité à la personne d'avoir un opérateur au téléphone. Et le dernier point, c'est tout simplement d'agir en cas de problème. S'il y a un souci, et tout simplement, vous êtes capable de réagir immédiatement là-dessus. Voilà. Alors l'étape numéro 2, on y est, c'est tout simplement mesurer l'expérience client à chaque fois. L'objectif, c'est simple, c'est d'essayer de prolonger une interaction avec un client qui s'est mal passé ou qui a eu un souci. La personne est allée en magasin. Oui, c'est bien passé aussi. C'est vrai. On verra qu'on peut utiliser ça en fait pour repérer les clients ambassadeurs, les clients promoteurs et pouvoir après leur proposer un témoignage. Donc l'objectif, c'est de voir en fait quelle a été l'interaction avec le client à un moment clé, qui peut être l'achat, qui peut être le passage en boutique, etc. etc. Et c'est essentiel de laisser cet espace de communication, autrement, on dit toujours, c'est le client qui va, lui, à ce moment-là, trouver son espace de défouloir ou de discussion. Il pourra très bien se plaindre sur les médias sociaux, il pourra se plaindre sur les forums, etc. etc. Donc c'est important de laisser la possibilité au client de dire ce qu'il pense.
Ce qu'il faut retenir, c'est que de façon générale, quelqu'un qui exprime une insatisfaction, hein, donc là si on parle du cas particulier de l'insatisfaction, mais ça peut être vrai aussi sur les suggestions. Sur l'insatisfaction, le plus important, ce n'est pas le fait lui-même qui génère l'insatisfaction, c'est-à-dire c'est pas le fait le plus grave, c'est l'absence d'écoute. C'est-à-dire que si moi j'ai une insatisfaction exprimée et que je n'ai aucun moyen de faire passer mon avis, on va dire, ça peut se transformer en colère, voire en rage, voire en volonté de vengeance. Hein. Aujourd'hui, la vengeance, ça peut être extrêmement préoccupant pour la partie de l'entreprise elle-même qui peut se retrouver finalement avec une image très dégradée, avec quelques personnes qui seraient, on va dire, très virulentes. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut choisir ses points de contact et les indicateurs et les scénarios à mettre en place en cas de problème. Alors, on a une question, c'est-à-dire attention à ne pas trop mettre d'indicateurs, et ça c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, on a choisi de mettre que quelques points, quelques indicateurs clés. Je vous montrerai juste après dans l'application. Il y a 1 ou 2 indicateurs, pas plus. Alors sur cette question, sur ce point particulier, effectivement, on a une question qui est de dire attention, ne pas mettre trop d'indicateurs qui peuvent favoriser le stress. Ce qu'il faut comprendre, et moi je l'ai vécu dans nombreux exemples dans les entreprises, c'est que le fait de mettre des indicateurs, ça permet aussi de factualiser les choses. Ça évite d'avoir des impressions et de se dire et des on-dit. Donc le fait de factualiser, à condition qu'il y ait un management qui soit bien fait, c'est un management qui accompagne, hein, encore une fois, qui ne soit pas un management strictement fouettard, entre guillemets. D'avoir des indicateurs, c'est aussi un moyen d'éviter le flou, d'éviter les impressions, d'éviter les on-dit et de factualiser les choses. Donc si c'est bien fait et bien piloté, c'est comme beaucoup de choses, c'est extrêmement efficace et au contraire, ça peut me permettre vis-à-vis des équipes de leur donner de l'autonomie, de leur faire confiance et de montrer que ce qu'ils font a un réel apport pour l'entreprise. Donc il ne faut pas prendre ça comme un moyen ni de flicage, ni d'ajout de stress, mais vraiment comme un moyen d'améliorer l'expérience client grâce à mes équipes qui seront d'autant plus efficaces et se sentiront d'autant mieux, on va dire, accompagnés. Alors je vous donne un exemple pratique. Il y a un de nos clients en fait qui était dans le domaine en fait des mutuelles. Il a commencé à mettre en place un système de notation juste après en fait les interactions au téléphone. Donc on note l'appel qu'on a eu. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, ça a été un refus de la part des conseillers. Et en fait, il y a eu un travail de communication qui expliquait que ce n'était pas lié à une rémunération, ce n'était pas lié en fait à une notation, et c'était pour améliorer la qualité de service. Et finalement, quand on a bien communiqué ça, finalement, ça a été accepté. Ouais. En général, les gens, ils veulent, les collaborateurs ont une volonté de bien agir et de faire des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur donner de l'information, mais il faut de l'information fiable et il faut savoir s'en servir. Voilà. Et ça, c'est un point aussi de management. Alors, les bonnes pratiques, c'est mesurer toujours l'interaction plus proche. Par exemple, si la personne elle est en magasin, il faut lui envoyer un SMS derrière pour savoir comment c'est passé. On ne fera pas un email parce que l'email va être reçu beaucoup plus tard dans la journée, etc., etc. Donc le canal le plus adapté, ça peut être l'email, si c'est par Internet, ça peut être du SMS, etc., etc. Généralement, la grande tendance pour la mesure à chaud, c'est également le questionnaire court. C'est-à-dire c'est une question, c'est-à-dire c'est une note, hein, comment s'est passée l'interaction, et un verbatim qui permet au client d'exprimer et de donner du qualitatif. Le troisième point, c'est mesurer et gérer la pression marketing pour éviter la lassitude. Si on envoie une question systématiquement après chaque interaction au service client, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui appelle 2-3 fois, elle reçoit un message et qu'est-ce qui va se passer? Elle va répondre soit n'importe quoi, soit elle ne va plus répondre. Donc en fait, justement, chez nous, on gère cet aspect pression. Ouais. On va avancer parce que je vois qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Alors, je vais vous montrer en fait comment on fait pour montrer et gérer en fait la satisfaction en temps réel. Donc, hop, je vais partager mon écran. Je vous montre en fait notre application. Donc là, de nouveau, on revient sur ce fameux cockpit. Et l'idée, là, si je suis maintenant un collaborateur de l'entreprise, je vois qu'est-ce qui se passe en direct avec les clients. Il y a une petite question qui était de dire qu'on a dû passer, est-ce qu'il faut mettre un commentaire ou un questionnaire baromètre? En fait, les deux sont importants, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un baromètre, ça me permet d'avoir une mesure, et le commentaire me permet d'avoir une explication. La mesure, elle me permet de voir le passé, et l'explication, elle me permet d'anticiper le futur. Donc il faut vraiment les deux, et les deux éléments sont importants, c'est-à-dire aussi bien la partie note que la partie verbatim. Donc je laisse la main sur la partie. Alors là, voilà un exemple comment on va pouvoir gérer simplement les verbatim. Donc depuis son téléphone, un petit peu comme dans Facebook, on va voir ici les différents verbatim qui arrivent de mes différentes enquêtes. Alors bien sûr, on pourra filtrer selon
le produit, le secteur d'activité, etc., etc. Mais aussi, on pourra le donner aux commerciaux. C'est-à-dire qu'un commercial qui va aller visiter un client, il utilisera son petit moteur de recherche, il va taper le nom de son client, et là, directement, il va voir quel est le sentiment de son client avant d'aller le rencontrer, s'il a eu un problème technique ou pas, si ça se passe bien ou pas. Également, on va pouvoir aussi partager ça à l'ensemble de l'entreprise, le management, mais pourquoi pas les opérationnels, les collaborateurs, pour qu'ils voient ce qui se passe véritablement. Et on pourra aussi filtrer en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe exactement? Par exemple, là, il y a un truc qui est intéressant, il y a un code promo qui ne fonctionne pas. Ah, ça, c'est un élément qu'on peut voir ensemble. On va peut-être organiser une réunion, on va peut-être faire un plan d'action là-dessus. Et donc, on le marque, on le met de côté et on ajoute une note. Alors, le but, ce n'est pas d'aller répondre aux clients directement, hein. C'est plutôt d'envoyer un message en interne et se dire, tiens, ça, c'est quelque chose qui est important. Sur les codes promo, il y a toujours un souci. Il faut qu'on règle ça. On voit qu'il y a un gros facteur d'insatisfaction et c'est quelque chose qui est clé. On voit qu'il ressort plusieurs fois. Et donc, comme ça, on va pouvoir avoir vraiment des éléments factuels, des éléments réels qui vont nous permettre en fait de piloter l'expérience client. On va véritablement avoir un accès et une prise directe au terrain parce que parfois, on est un peu trop déconnecté et le service études envoie quelques informations de temps en temps, mais les directeurs, les managers, les chefs de produit, etc., n'ont pas cet aspect temps réel, réactivité qui est pourtant essentiel de nos jours. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir les avis clients qui viennent dans ma poche, entre guillemets, enfin, sur mon portable, et pouvoir les exploiter, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, les marquer, les utiliser. Tiens, je dis ça, il faut qu'on en parle en réunion, ce que dit ce client-là, ça peut nous servir. Ça peut être des suggestions des clients, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est vraiment utile pour plein de gens en entreprise. Aussi bien le service client, la qualité, que pourquoi pas la R&D. Ouais, voilà. Alors, votre plan d'action, il est simple. C'est déjà définir les moments clés à mesurer. Est-ce que c'est un passage en magasin? Est-ce que c'est après une commande, etc., etc. Quelles sont les interactions qui sont vraiment essentielles et cruciales? Deuxième chose, quel est le canal de communication et l'indicateur? Tout simplement, est-ce qu'on envoie un email, un SMS, etc., etc. Troisième point, quelles sont les procédures que vous allez mettre en place pour traiter éventuellement l'insatisfaction et vérifier qu'elle a bien été gérée? Le quatrième point, c'est comment on va pouvoir suivre les actions mises en place. On a décidé en fait d'améliorer les choses, de mettre par exemple un catalogue de gestes commerciaux. Est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce que ça a donné des résultats concrets? Par exemple, il y a un client qui travaille dans le domaine bancaire, qui met en place un catalogue de gestes commerciaux qui a dit, voilà, dès que c'est moins de 50 euros, et en fait, le téléconseiller a la possibilité de gérer lui-même, d'avoir plus de latitude dans la gestion de ce problème-là. Et ils ont fait après une étude en se rendant compte que finalement, en mettant ce système d'autonomie et de gestion, ils ont économisé plusieurs millions d'euros dans les frais des litiges qu'ils avaient au cours de l'année. Et enfin, le dernier point, tu l'as dit Alain, c'est exploiter vraiment et véritablement les commentaires des clients. Alors l'étape numéro 2, c'est optimiser le parcours client. On a vu qu'on va mesurer à certaines étapes la satisfaction client. C'est également aussi de mesurer les points noirs dans la vie du client. Est-ce que c'est par exemple lors du passage en commande, magasin? Est-ce que c'est sur le site internet? Est-ce que c'est quand je reçois le produit, etc., etc. Donc il est important comme ça de faire une mesure en fait en continu de sa base par l'offre et de pouvoir vérifier quels sont les différents points. Une étude sur un point spécifique de son parcours client. Alors, on peut préciser que ça ne se fait pas forcément avec toute une série d'études. Ça peut se faire aussi grâce à l'analyse sémantique, c'est-à-dire lorsque j'ai des commentaires de clients, voir à quel point de leur parcours ils ont eu un problème. Un client qui dit j'ai été super bien accueilli en boutique, mais je n'ai pas eu de choix, ou bien le prix qui m'a été annoncé, que j'ai vu sur le web, n'était pas cohérent avec ce que je veux en boutique. Je peux avoir des informations intéressantes qui est d'un côté, je suis content de l'accueil, mais je ne suis pas content du choix, etc. Et ce commentaire-là, on va essayer de le dissocier pour pouvoir effectivement dire les points positifs et les points négatifs du parcours client. Voilà. Alors, bien entendu, il ne faut pas faire une étude une seule fois, il faut mesurer les différentes périodes sur les différents points clés. Comment c'est simple, il ne faut pas vouloir cartographier tous les parcours clients, il faut faire le parcours le plus simple et ensuite on pourra mesurer à différents endroits, différents parcours et essayer d'identifier les signaux faibles. Ça, c'est justement l'analyse sémantique qui permet de le faire. Alors, comment ça marche en fait en vrai de vrai? Je vais vous montrer. Ici, vous avez l'illustration. Hop, on va aller ici dans l'application. En fait, tout simplement, vous avez ici une modélisation du parcours client avec différents points de mesure. Ici, par exemple, l'accessibilité ou le choix, qui peut être sur Internet, qui peut être dans une boutique, bien entendu, comme on l'a vu précédemment. Et on a ici les différentes étapes du parcours. On est en recherche, on est en considération, on est en fourniture, etc., etc. Et là, tout simplement, on va pouvoir voir ici, tiens, il y a un point noir, un petit peu comme dans un GPS. Il y a un point noir, on a un indicateur qui est en baisse. Alors peut-être qu'on a mis
des actions en place qui n'ont pas fonctionné, ou alors il y a des clients qui ont un souci particulier. Et là, on va pouvoir tout simplement se dire, OK, quel est le détail? Qu'est-ce qui a causé en fait ce souci-là? Est-ce que c'est par exemple un souci? Est-ce que c'est un problème de taille? Est-ce que c'est un problème de code? Est-ce que c'est un problème d'accueil? Est-ce que c'est lié à un magasin particulier? Est-ce que c'est lié à l'ensemble des magasins? Est-ce que c'est lié à une gamme de produits? Etc. etc. Donc là, du parcours client, en fait, on est revenu vers la notion de note et de verbatim. Donc le parcours client, c'est un moyen de représenter, et ça c'est très important pour la culture client dans l'entreprise et le partage, puisque du coup, chacun se visualise dans le parcours du client, voit son impact et son interaction, enfin son rôle dans le parcours du client, et voit si les choses qu'il peut améliorer. Donc c'est vraiment aussi un partage très important de la culture. Voilà. Donc le parcours client, donc on mesure comme ça ces différents points, comme tu disais, une étude ponctuelle sur quelques points particuliers ou une étude de manière un peu plus globale. Alors, on a vu que la partie, ici, plan d'action. Donc le plan d'action, c'est lister les principales étapes du parcours client avec des points de mesure, mettre en place des indicateurs pour identifier ces points noirs, ça peut être un indicateur CSAT, CES, etc. Partager les résultats, bien entendu, pour que les personnes qui soient responsables de ces différentes étapes puissent avoir les informations et savoir ce qui se passe dans leur domaine, leur périmètre, et définir des points d'amélioration prioritaires. Encore une fois, on ne va pas attaquer tous les éléments, mais on va essayer de travailler sur un point, voir quels ont été les impacts, quels ont été les résultats, et si ça a été amélioré derrière. Ensuite, bien entendu, c'est diffuser l'information sur les trois niveaux, niveau opérationnel, manager et direction. Ouais, chacun a son rôle. C'est-à-dire que l'opérationnel, il peut traiter une information tout de suite. Le manager, il va fixer les bonnes pratiques et il va pouvoir fixer les objectifs. Et la direction, elle va voir si ces actions stratégiques sont bien suivies réellement sur le terrain. Tout à fait. Alors, l'étape numéro 3, c'est diffuser, la dernière étape, c'est diffuser une culture client. L'objectif, c'est créer de l'adhésion de la part des collaborateurs et des clients. Et là, il y a plusieurs moyens. Par exemple, la symétrie des attentions et de la communication, c'est ça qui est vraiment essentiel. La symétrie des attentions, c'est tout simplement comparer ce que pensent les utilisateurs, les clients, et ce que pense tout simplement l'entreprise. Et on va voir en fait les dissonances entre les deux. Voilà, c'est s'assurer qu'on fait bien les mêmes efforts pour ses clients et pour ses collaborateurs. S'il y a une asymétrie, je risque d'avoir des problèmes d'une manière ou d'une autre. Il est essentiel pour une entreprise aujourd'hui de diffuser la valeur de la culture client. C'est comme ça qu'on crée de la valeur et du lien. Voilà. Donc l'adhésion, moi j'aime bien cette notion de velcro. J'emploie souvent cette image-là, c'est un velcro. C'est-à-dire entre les collaborateurs et les clients, si je veux qu'il y ait un lien solide, il faut que chacun ait envie de s'accrocher à la fois aux valeurs de l'entreprise, à sa façon de travailler, etc. Et donc, il faut imaginer ça comme ça. Alors, les bonnes pratiques, c'est donc bien sûr mettre en place une enquête miroir entre l'entreprise et les clients, poser entre guillemets les mêmes questions là-dessus. Est-ce qu'on a des prix intéressants? Est-ce qu'on a une qualité de service, etc., etc., etc. Ensuite, c'est communiquer en interne et en faire un outil aussi important que le chiffre d'affaires, par exemple le NPS ou le score de satisfaction, etc., etc., doit être suivi comme on suit en fait un indicateur de chiffre d'affaires et en faire un outil de management. Et bien entendu, c'est d'aller chercher le feedback interne, puisque j'ai un fond, les gens qui sont en contact direct avec le client, c'est eux qui ont les bonnes pratiques. Alors, comment ça marche en fait, encore une fois, en vrai de vrai? Alors, je vais vous montrer encore une illustration. Hop, ici. Donc en fait, là par exemple, on a fixé un critère qui est important, c'était le NPS, parce que le NPS c'est quelque chose qui... Net Promoter Score, qui est un indicateur de satisfaction qui permet de voir la recommandation des clients. Tout à fait, le bouche à oreille. Et donc là par exemple, tiens, il y a une petite alerte, on est en NPS en baisse depuis quelques jours, et à ce moment-là, la personne qui est responsable de l'expérience client, la personne qui est, par exemple, même au niveau du marketing, peut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut visualiser, en fait, l'évolution de la courbe. Alors là, peut-être qu'ici, on a fait des efforts particuliers, puis là, on voit tout de suite qu'il y a une baisse. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut analyser en détail en disant, tiens, voilà, on a actuellement beaucoup plus de détracteurs que ce qu'on faisait de manière précédente. On a beaucoup de promoteurs et par contre les gens neutres. En fait, on déchaîne un petit peu les passions. Et là, tout simplement, on va pouvoir visualiser en détail qu'est-ce qui se passe. Alors, quelles sont les raisons en fait de cette insatisfaction? Est-ce qu'il y a eu un changement particulier là-dessus? Donc, on va pouvoir véritablement faire un zoom et avoir un accès direct à ces informations-là. On ne va pas attendre en fait plusieurs semaines, plusieurs mois d'avoir un résultat d'étude. On peut l'avoir en live. On a des alertes dans son téléphone qui permettent directement de prendre des mesures. On peut même aussi se dire, tiens, voilà, je suis un utilisateur. Depuis mon application, je vais pouvoir faire une remontée
J'ai tout simplement un petit formulaire, je me dis, ben, tiens, j'ai rencontré un client qui était super sympa, qui était très content, j'ai même pris une photo de lui ou j'ai pris une photo d'une situation, et voilà, j'envoie le mail ou mon mail, etc., etc. Puis c'est un client qui était très content, tac, je l'envoie. Après, tout simplement, j'ai plus qu'à visualiser ces fameuses remontées. Et là, directement, j'ai les remontées qui ont été faites par les clients. On peut très bien liker et pourquoi pas organiser un concours en disant, voilà, Alors, tiens. ça, c'est pas les remontées des clients, c'est les remontées des Oui, des collaborateurs. collaborateurs. Et effectivement, donc nous, dans l'idée, c'est vraiment qu'avec le même outil, je peux aussi bien avoir des informations, donc on a vu des indicateurs, on a vu des discussions, on a vu les verbatims qui remontent, mais pourquoi pas le mettre aussi dans la main de mes collaborateurs à partir du moment où le management, on va dire, alors ça impose, on va dire, un niveau de maturité de management suffisant pour faire ça, mais je veux dire, mes équipes aussi peuvent apporter des informations, et s'ils sont bien engagés et impliqués dans l'amélioration de l'expérience client, eux-mêmes en tant que, on va dire, peuvent se projeter, dire, bah là, un client, on le fait trop attendre, ou là, je trouve qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose de mieux ou j'ai une suggestion à faire. Et pourquoi pas utiliser la même application pour partager tout ça. Voilà, c'est ça l'idée générale. Tout à fait. Alors, hop, je reviens maintenant sur notre présentation. Et donc, comme d'habitude, vous aurez votre petit plan d'action qui est juste derrière. Donc, le plan d'action, tout simplement, c'est mobiliser les équipes sur le sujet, impulser une culture client, via de la communication, hein, c'est surtout ça qui est essentiel, c'est de faire d'un concept une réalité. Et justement, le fait d'avoir quelque chose qui matérialise cette importance de la connaissance client, des remontées clients, c'est quelque chose que nous, on a vraiment remarqué chez les clients les plus matures, pouvoir matérialiser l'expérience client et les remontées des clients par une application et par quelque chose que les gens ont toujours sur eux, sur le cœur, leur téléphone, ça a vraiment fait la différence. On va peut-être avancer parce qu'effectivement, alors il y a des questions, j'en profite. Alors, donner des outils simples, c'est ce qu'on a dit. Oui, il y avait une question sur recommandez-vous la mesure d'expérience client par segment. Alors effectivement, tout ce que je peux affiner, alors à condition que j'ai des choses qui soient fiables et qui me permettent d'avoir une vraie segmentation de mes clients, mais il faut qu'elles correspondent à des plans d'action que je peux mettre derrière. C'est-à-dire, si mes segments sont quelque chose qui correspondent réellement à une réalité pour mes clients et pas seulement pour moi parce que j'ai une division A, une division B, une division C, et ça a du sens. Ce qui est important, c'est de voir du côté du client, pas seulement de voir du côté de l'entreprise. Donc oui, si on a des informations fiables, il faut utiliser une segmentation, il faut être en mesure de les faire. Alors, je vous donnerai un exemple concret. On a un client qui est dans les télécoms et qui a en fait différents clients. Ils ont des clients PME, ils ont des clients grands comptes et ils ont en fait des parcours clients et des points de mesure qui sont différents selon ces différents types de clientèle. Et ils ont un directeur de division PME, un directeur de division grand compte. Et eux, justement, dans le cockpit, ils veulent voir en fait ces différences-là parce que les clients qui sont PME, les clients qui sont grands comptes ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes niveaux. Eux, c'est normal, ils ont une expérience client différente. Donc là, ça a du sens, effectivement. Une autre question qui était la mesure de NPS et de CES, alors le NPS, Net Promoter Score, ou CES, Customer Effort Score, oui, bien sûr, notamment le Customer Effort Score, qui est un indicateur donc, qui mesure la difficulté qu'a pu avoir le client à joindre le service client. C'est un indicateur qui a beaucoup de sens aujourd'hui, de plus en plus, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et par rapport à cette notion de lien. Oui, donc oui, notre application est faite pour ça, y compris d'autres indicateurs d'ailleurs. Alors, j'ai une autre question. Quels canaux sont couverts par votre solution? Avez-vous des références de clients opérationnels? Alors, les canaux qui sont couverts par nos solutions, effectivement, c'est aujourd'hui tous les canaux possibles, et notamment tout ce qui est digital. C'est très, très important pour nous. Après, il y a l'exemple en fait, d'une marque, d'une société qui est une couleur et qui est aussi un fruit, qui utilise nos outils et qui, par exemple, utilise des avis. En fait, on récupère des avis clients qui sont envoyés par SMS. Ces avis clients sont envoyés dans un espace de modération et ensuite sont publiés sur les boutiques, les sites internet des boutiques. Voilà, donc ça, c'est vrai que nous, on va dire aujourd'hui, tous les canaux, il y en a d'autres, il y a les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui vont arriver dans 2 ans, je suis sûr qu'il y aura d'autres canaux qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Donc nos applications sont faites vraiment pour s'intégrer avec ça. Il y avait un autre point sur la question, il me semble. Faut-il avoir les produits éloquents pour l'appli, c'est ça? Ou il y avait un autre... Non, c'était... en tout cas, alors, non, vous n'êtes pas obligé d'avoir des outils, des produits éloquents pour faire fonctionner cette appli cockpit. Elle est faite pour se relier justement avec d'autres outils. Et je me souviens de la question, c'est est-ce qu'il y a des clients opérationnels sur cet outil? Il faut savoir que sur le cockpit, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. C'est vraiment, on a un soutien de la BPI, de la Banque pour l'innovation sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on a 2 clients qui ont immédiatement, lorsqu'ils ont vu le sujet, ont été enthousiastes en quelques jours. Donc on souhaite en fait, c'est un processus de co-création. Et donc c'est avec eux, on fait vraiment un produit sur mesure et on est en train de travailler tous les jours avec eux. On va avancer parce que là, le ROI, je souhaite surtout qu'on montre les derniers points, à mon avis.
Alors, si vous voulez des infos sur le ROI, dites-le nous. On a une petite grille en fait qui vous permet de justifier à votre manager, à votre directeur, l'intérêt de mettre en place une expérience client. Si vous souhaitez avoir ce document-là, envoyez-nous un email à Frédéric. Moi, je vous mettrai en dernier, frédéric.cadevet@telocom.com. L'idée là, c'est de traiter l'insatisfaction. Ouais. Alors, on arrive bientôt à la fin. Donc, est-ce que tu veux passer à la question moi très rapidement, on l'a dit, la mobilité, c'est clé. Hein. Donc la mobilité, mais autant pour vos clients que pour vos équipes. Ce que vous avez vu, ce que vous a montré Frédéric, c'est vraiment d'utiliser les terminaux mobiles comme moyen de piloter l'expérience client. C'est vital parce que c'est votre futur. Piloter l'expérience client, si vous ne le faites pas, c'est vos clients qui vous piloteront et qui vous quitteront sans aucun problème. Et la relation client doit transpirer via la culture d'entreprise. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, si on avance sur le... Alors, il y a un slide qui résume, je crois, juste derrière les idées qu'on a mis derrière le cockpit. Je crois que c'est juste après. Voilà. Donc, en synthèse, c'était l'idée d'utiliser... En fait, notre idée avec le cockpit, tu peux afficher, je pense, tous les écrans, c'était vraiment de mettre, on va dire, sur un terminal mobile, avec des applications et en ergonomie qui ressemblent à ce que les gens peuvent utiliser. Alors, si vous regardez les indicateurs qui à gauche, ça ressemble à des applis de santé type Fitbit, etc., qui sont des applis où je mesure la santé finalement de mon service client et de ma relation client. Donc on voit sur un indicateur à la fois des données de production et des données de satisfaction client, hein, si j'ai le NPS et par exemple les décrochés ou des choses comme ça. Le deuxième, ça représente un peu ce qu'on appelle le Facebook des verbatims, c'est-à-dire mes verbatims clients remontent en permanence et je peux les traiter, je peux les liker, je peux les conserver, je peux les partager. Je peux mettre une note dessus, c'est la notion de partage en interne, hein, comme je disais, c'est le but, c'est pas de répondre au client parce que le téléphone n'est pas fait pour ça, c'est important, mais il est fait pour améliorer et faire de l'amélioration continue. Et c'est fait également pour faire remonter l'information des collaborateurs pour qu'eux, ils soient aussi acteurs de l'expérience client. C'est très important, effectivement, par rapport à cette notion de culture client. Effectivement, le troisième écran, on est bien d'accord, c'est un dialogue qu'il y a en interne dans l'entreprise autour d'un avis ou autour d'un indicateur qui m'intéressait. Ce n'est pas un échange que j'ai en direct avec le client. Hein. Ça, c'est à faire par le service client. Ce n'est pas n'importe qui va discuter avec les clients. Et le dernier point, donc c'est le parcours client, le dernier slide, enfin le dernier écran qu'on voit là, c'est cette notion de pouvoir visualiser et partager finalement tout ce qui se passe entre l'entreprise et ses clients, et avec des points où je vois, comme pour Waze, par exemple, si vous connaissez cette application qui permet de voir où ça bouchonne et où c'est fluide, et où ça se passe de mieux en mieux. Alors, j'ai une question d'Hélène qui dit, est-ce que je peux répondre aux clients finaux depuis l'app? Non, ce n'est pas conçu pour ça, parce qu'on a d'autres outils. Nos outils permettent de répondre directement aux clients et qui sont productifs. Là, en fait, en mobilité, comme je le disais, sur un téléphone, vous savez comme moi, avec le correcteur orthographe, il est facile de faire une boulette. Donc, en fait, il vaut mieux éviter de répondre directement. Là, on est vraiment dans un outil de management interne. Alors, une question aussi de Mélissa, comment et par quel moyen impulser sa culture client? Alors, ça, c'est une vaste question. Si j'avais une réponse, ça dépend beaucoup des entreprises, ça dépend beaucoup des managers. Ce que je peux vous dire, c'est que ça doit venir d'en haut, de façon générale. Si le management et la direction générale n'ont pas en tête que le client est quelque chose de clé pour l'entreprise, ça va être de toute façon compliqué. Donc il faut vraiment que ce soit partagé. Alors en général, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les gens ont envie de bien faire. C'est quelque chose qu'on peut être... voilà. Et donc le management doit favoriser ça. La culture client et la culture d'entreprise, ça va aussi être par des valeurs claires. Il ne faut pas qu'il y ait de flou. Et tous les indicateurs, tout ce qu'on met là, ça contribue à mettre de la clarté, du fait et de la simplicité entre une entreprise, ses collaborateurs et ses clients. Donc, je dirais que, comme je disais tout à l'heure, la technologie, elle est là pour favoriser. Ce n'est pas elle qui fera, c'est quand même les gens qui vont faire. La technologie, elle est là pour simplifier, visualiser, etc. Donc, le but de notre app, c'est vraiment de mettre ça de cette manière-là et que ce soit extrêmement efficace. Avec quelqu'un qui dit « je souhaiterais cet outil », on est très content. Merci Bénédicte. Alors, par quel moyen? Alors, il y avait un truc sur les droits. Alors, bien entendu, l'application est conçue pour ça. Hein. On sait très bien que là, je vous ai montré au départ, par exemple, le profil de la personne qui est responsable du centre d'appel. Elle aura principalement des indicateurs sur le centre d'appel. En revanche, quelqu'un qui est responsable du service client au sens global ou responsable de l'expérience client, elle aura des indicateurs macro, ça n'intéressera pas d'avoir ce détail-là. Et pareil, tout à l'heure, j'en ai évoqué le fait, hein, si on est commercial, ce qui est intéressant, c'est d'avoir son client. Si on est responsable d'une boutique, ce qui est intéressant, c'est d'avoir sa boutique. Si on est responsable marketing ou chef de produit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les remontées de ses produits à soi. C'est moins intéressant d'avoir un accès aux produits des autres. Donc, bien entendu, il y a une gestion de droit et c'est tous les outils en fait éloquents qui permettent de gérer ça via ce qu'on appelle nous les données externes
qui permettent de dire, bah, tiens, ça c'est tel produit, telle famille de produits, telle société, etc. etc. Oui, effectivement. Et donc ça, c'est vrai que la notion de rôle est importante. Mais néanmoins, l'idée aussi quand même du cockpit, c'est d'avoir des indicateurs globaux qui peuvent être partagés par tout le monde. Ah oui, par exemple, le NPS. Le Voilà, NPS, comme on l'a dit, le NPS, c'est valable pour le NPS de l'entreprise, c'est valable pour l'ensemble de l'entreprise, parce que tout le monde doit être focusé là-dessus. Mais après, moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est savoir, par exemple, pour ma boutique, quels sont les avis, Voilà. et peut-être avoir une moyenne par rapport à la... Mais l'idée, c'est quand je suis à la machine à café et que je discute avec mon collègue, sur mon smartphone, on discute ensemble, on peut partager des choses et communiquer ensemble. Ouais, ce qu'on a vu avec nos clients, c'est les clients qui sont avec nous, co-créateurs du produit, et qui nous accompagnent déjà depuis 3 mois. On a discuté ensemble et ils se sont dit, mais l'idéal, nous, ça serait qu'à la place que les gens et les collaborateurs utilisent Facebook à la pause café ou entre deux rendez-vous, qu'ils utilisent cette application-là pour mettre véritablement le client au cœur et au centre de l'entreprise. C'est ça vraiment qui est vraiment ressorti. On a 2 autres questions. Alors, la première, analyser les verbatim ou les moments du parcours ou les deux. Alors, les deux. On va analyser en fait les verbatim, voir des choses qui viennent d'autres éléments que des enquêtes. Ça peut être sur les réseaux sociaux, etc. Le but, c'est d'alimenter globalement et d'unifier les remontées clients. Donc, les moments du parcours, en fait, les deux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre propre moteur d'analyse sémantique qui permet d'analyser n'importe quelle information, des commentaires sur des forums, des avis, etc. etc. Et de les catégoriser. D'analyser le sentiment. Et de les relier justement à des éléments du parcours. Voilà. Donc, si par exemple je suis capable d'avoir des enquêtes post-interaction, par exemple, après un appel service client, ça je sais que c'est un moment particulier du parcours client. Maintenant, je peux avoir un avis général qui remonte, et dans cet avis, je vais avoir différents éléments, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être des éléments du parcours, et là je vais les analyser aussi. Ouais. C'est l'intérêt d'avoir notre propre techno, c'est qu'on est capable de distinguer deux éléments. J'étais content du produit, mais le vendeur m'a fait la tronche quand je suis passé à la caisse, et on est capable de dire, tiens, ça c'est un élément du parcours client qui est accueil, et l'autre en fait qui est un élément du parcours client qui est je suis satisfait du produit. Alors il y a une autre question, l'objectif de notre outil est plutôt de traiter chaque individuel client, mais où est la macro pour les chefs de produits, le marketing, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les deux sont importants. C'est-à-dire d'un côté, j'ai de la macro, j'ai mes indicateurs, j'ai des choses qui me permettent, moi, en tant que, comme l'a montré tout à l'heure, je peux filtrer par produit, par thème. Donc si je suis un chef produit, je vais voir mes indicateurs à moi globaux, je vais voir aussi les verbatims qui concernent mon produit, les notes, etc. Mais chaque client, individuellement, peut avoir un intérêt. C'est-à-dire que je peux avoir un client dans sa remarque qui va me servir et que je vais rediscuter en réunion marketing. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir les deux. C'est-à-dire d'avoir une capacité macro, d'avoir des analyses, et justement, la notion de cockpit, c'est de ramener toutes les commandes, si je puis dire, à un seul et même endroit où on peut discuter et avoir des indicateurs communs. Mais je peux avoir aussi des informations élémentaires, ce qu'on appelle, vous l'avez vu passer, je crois, dans les slides, la notion de signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui vont remonter de façon ponctuelle, mais qui peuvent avoir beaucoup de sens. C'est-à-dire un commentaire ou une note qui baisse de façon ponctuelle peut être très important. Donc il faut les deux, à la fois la vision globale et la vision locale. Alors je vous donnerai un exemple pratique, comme je vous dis, qu'on est en co-création avec nos clients. C'est vraiment un travail qu'on a fait avec une dizaine de clients pour arriver au produit qui soit le plus adapté. Ce client-là nous a dit, moi ce que je veux, j'ai 2 activités qui sont, c'est une entreprise dans l'industrie, qui a 2 activités qui sont différentes. Moi, je veux savoir, en fait, de manière différente, quelles sont les deux. Et c'est cette fameuse vision, on me dit, par produit, nous, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on a la possibilité, lorsqu'on fait nos enquêtes, de pouvoir distinguer, bien ce qu'on appelle les données externes, si c'est la famille A ou la famille B de produits. Et on est capable de dire pour la famille B, la note est de temps, et la satisfaction est de temps, les verbatims sont de temps. Et pour la famille autre, la satisfaction est de temps, le NPS est de temps, la recommandation est de temps, blablabla. Et voilà les verbatims associés. Et ce qui vous permet justement d'avoir cette double vision, globale et locale. Alors, on a une question aussi de Mélissa. Vous avez insisté sur la mesure des clients à chaud. Cependant, le questionnaire n'est-il pas un peu intrusif vis-à-vis du consommateur? Ce que je peux répondre là-dessus, c'est que, justement, on a parlé, il faut le faire au bon moment. Il faut le faire aussi. Si le client s'il s'exprime, c'est qu'il a quelque chose à vous dire et que derrière, il fait un effort pour vous. Donc, il faut lui montrer que c'est utile aussi pour lui. Alors, l'intrusion, non, parce que justement, nous, dans nos outils, on gère cette pression et on va éviter, par exemple, d'interroger un client à chaque fois qu'il vient dans la boutique. On l'interrogera peut-être que 2 fois par an. On va éviter justement de faire en sorte qu'il se sente à chaque fois obligé de répondre à quelque chose, ce qui ferait on va dire un effet négatif sur le process lui-même. Par contre, lui montrer que grâce à lui, ça c'est aussi la communication interne, la communication qui peut travailler là-dessus, mais de montrer que grâce à lui, on a pu améliorer telle ou telle chose, ou que vis-à-vis de mes collaborateurs, telle information a pu servir pour
pour améliorer le produit ou améliorer un service, c'est clé. Donc aujourd'hui, nous, si on fait les choses bien, et si justement la digitalisation permet d'éviter d'interroger tout le monde tout le temps, je sais que quelqu'un qui a été interrogé il y a 3 mois, je ne vais pas le réinterroger maintenant. Donc on évite d'être trop intrusif. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est si mon client il a envie de me dire quelque chose et qu'il n'est pas content, il faut néanmoins que je lui fournisse un canal pour le faire, hein, pour éviter justement qu'il parte ailleurs et que là, ça devienne très difficile à gérer. Donc d'un côté, il faut lui laisser un canal d'expression et de l'autre côté, il faut éviter de sursolliciter. Voilà, donc ça nécessite des outils. Chez nous, par exemple, c'est l'outil, ce qu'on appelle PopView, qui permet donc de gérer la sursollicitation et se dire, voilà, non, on ne peut pas envoyer une enquête de satisfaction plus d'une fois par trimestre ou par semestre. Et il faut savoir aussi qu'il y a des obligations légales, hein, donc ça aussi, on peut accompagner nos clients là-dessus, c'est-à-dire que le client, il y a des mesures très précises qui sont fournies par la CNIL et sur lesquelles on accompagne nos clients pour gérer ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? A priori, non. Alors, il y a encore 73 personnes qui sont avec nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Eloquent, hein, qui est disponible dans le chat, ici. Vous avez votre outil et aussi sur le web. Alors, c'est un outil, en fait, on a plusieurs outils. On a l'application mobile qui est faite pour partager et démocratiser l'expérience client et donner vraiment de la réactivité. Et après, on a nos outils classiques, hein, nos outils d'enquête, nos outils de centre d'appel, nos outils d'analyse sémantique qui sont disponibles sur le web. Donc, en fait, on a les deux, oui. Mais qui n'ont pas les mêmes objectifs. Alors, ce qui est vrai, ce que vous avez vu là si la question c'est par rapport à ce que vous avez vu sur l'app mobile, est-ce qu'elle est aussi disponible sur le web? Oui, bien sûr, ces indicateurs et ces modes de fonctionnement sont aussi disponibles sur le web. Ce qu'on a voulu néanmoins, c'est de la penser au départ comme une appli mobile. Pourquoi? Parce que tout simplement, on considère qu'aujourd'hui, ce type de support est un support que je peux partager facilement entre mes collaborateurs et on va dire avec les équipes en général, et avec une interface et une ergonomie que les gens ont de plus en plus l'habitude d'utiliser. Et oui, évidemment, elle est aussi disponible. Je vous donnerai un exemple. Un de nos co-créateurs de l'application utilise nos produits pour diffuser sur le web des tableaux de bord de qualité, etc., etc. Sauf qu'en fait, ils ont des gens qui sont managers, qui sont souvent en réunion, des gens qui sont sur le terrain, et en fait, ils ne pensent pas aller sur leur ordinateur, leur navigateur. Par contre, leur téléphone, ils ont dit, mais moi, tous mes managers, tous mes commerciaux, ils ont tout le temps leur téléphone, c'est leur outil de travail. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on avait vraiment pensé nativement application mobile. Et de toute façon, l'avenir de la relation client, ça passera beaucoup, beaucoup par le mobile. Oui, et puis on pense que, on va dire, cette diffusion de la culture client, ça passe par des outils simples que quand les gens sont sur un PC, ils ont vraiment le sentiment d'être tout le temps au boulot, entre guillemets. Moi, ce que je disais à Frédéric, c'est que là, on aura gagné, c'est le jour où les gens, quand ils auront 10 minutes dans les transports en commun ou simplement chez eux, ils se baladeront sur l'application simplement pour regarder des choses qui concernent leurs clients. Voilà. Et ça, si on arrive à faire ça, c'est vraiment. Alors que ça, ils ne le font pas facilement avec leur PC, quoi. Voilà. Alors, il y a une question qui est est-ce que vous êtes prestataire? Si, là, je pense que c'est CNIL, correspondance nationale informatique et liberté. Donc là, la commission nationale informatique et liberté, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et donc là, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on accompagne nos clients là-dessus. Il faut savoir que aujourd'hui, la notion de sécurité des data et de sécurité des data clients est fondamentale. Un exemple que je donne souvent, moi, c'est le secteur du tourisme qui s'est fait bouffer sa relation client avec la digitalisation par des opérateurs qui font de la réservation. Et leur relation client qu'ils avaient qui était, entre guillemets, non digitale, il y en a qui ont pris la place au niveau digital, etc. Donc, la notion de sécurisation de données et de travail sur les données, c'est quelque chose qu'on fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est une société implantée en France, nos serveurs sont en France, on peut être audité, on est certifié ISO 27001. Donc, on insiste beaucoup. Alors, ce n'est pas le côté le plus sexy, mais c'est un côté fondamental dans la notion de digitalisation de la relation client. C'est la capacité à gérer correctement les données des clients et de nos clients, notamment. Alors, on donne un exemple simple. Par exemple, on a eu des demandes via l'analyse sémantique de pouvoir analyser les verbatims qui étaient laissés par des entreprises, enfin des collaborateurs des entreprises. Et vous savez comme moi, avec la CNIL, il n'y a pas le droit de mettre des informations sur la religion, les opinions politiques, etc. etc. Et donc nos outils servent à détecter justement le fait que les commentaires laissés par les utilisateurs, par les clients, les collaborateurs d'entreprise soient conformes en fait avec la CNIL. Et ça, c'est des choses qu'on voit de temps en temps. Ouais, c'est la notion d'accompagnement. Donc, on a vraiment des gens dont c'est le métier qui sont des chargés d'études en mesure d'accompagner ces éléments-là. Mais c'est effectivement très, très important. Alors, d'autres questions online peuvent être intégrées en dehors du NPS? Oui, bien sûr. Là, on a mis le NPS parce que c'était un élément courant. Mais par exemple, l'entreprise dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans les télécoms, mais qui n'est pas de couleur et qui n'est pas un fruit,
une autre entreprise, elle, en fait, fait du CXI, elle fait du CES, elle fait du NPS et elle fait du CSAT. Donc, elle fait les 4. Et justement, en fait, selon le type de produit, l'étape du parcours client, ils nous ont dit, là, ça sera un CSAT, là, ça sera plutôt un NPS. Donc, en fait, ils sont très évolués. Ils ont, je crois, 12 ou 13 parcours clients. Et comme je disais, ils ont différentes familles et c'est vraiment intéressant de travailler avec eux parce qu'ils sont vraiment à la pointe. Et si vous voulez en savoir plus, on peut également se voir en avril, puisqu'on va animer une conférence en avril au Salon Stratégie Client. Et ce client-là dont je vous parle viendra faire un témoignage sur la gestion des parcours clients. Ouais, ça c'est effectivement la notion on va dire, différents indicateurs. C'est vos indicateurs à vous, c'est pas nous qui allons vous les imposer. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient explicites pour les gens chez vous. Et la notion de pouvoir partager ces indicateurs doit être opérationnelle chez vous. Voilà. Donc, si vous avez il y a des autres indicateurs, par exemple, ce qu'on appelle le once and done ou le first call resolution, par exemple, c'est-à-dire la notion, la capacité de mesurer le nombre d'appels qui ont été résolus au premier contact. C'est aussi un indicateur très intéressant qu'on voit apparaître et il faut qu'on l'intègre. Enfin, on l'intègre aussi de la même manière que les autres. Voilà. Bon, il est 11h59, on a fait un petit peu de rab. À moins qu'il y ait encore une question, on va vous permettre d'aller déjeuner. Hein. Merci pour votre attention. Alors, prochain webinaire le 30 mars. Le 30 mars sur l'orthographe. Enfin, l'orthographe, sur la notion d'écrit et de capacité d'importance pour les équipes de maîtriser l'écrit dans le digital, dans les équipes de service client. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Merci à toi, Frédéric, aussi. Et merci aux personnes sur Facebook, puisqu'il y avait Antoine, Emmanuel, Jérôme. Et merci. Si vous avez fait des commentaires sur Facebook aussi, n'hésitez pas, je vais y répondre directement. À bientôt. Merci beaucoup et bonne fin de journée.